va être vraiment une formation, je dirais, là, en série un peu. Là. On aborde différents sujets, puis on émet des directives par rapport à ça à chaque fois. Fait que je partage mon écran, puis vous allez voir. N'hésitez pas si vous voulez poser une question vite, puis ça peut pas attendre. On va faire avec. Donc, pour commencer, j'aimerais vous inviter à vous souvenir, vous étant plus jeune, dans un monde dans lequel vous aviez peut-être moins de confiance, vous aviez quelques expériences d'orateur présentées devant une classe de 30 personnes pendant 5 minutes, c'était tout un défi. J'aimerais vous rappeler un peu à ce stade-là, puis dans le fond, concevoir que tout a un début. Puis qu'avec un peu de bienveillance, puis d'effort, puis de pratique, on peut vraiment atteindre des talents d'orateur, d'oratrice hors pair. Donc, vous l'aurez deviné, on donne aujourd'hui une formation sur la vulgarisation scientifique et la prise de parole en public, un peu à l'image des présentations de Bistro Brain, son de 5 à 7, assez décontracté et convivial, qui sortent un peu du cadre habituel des congrès scientifiques. Et comme on l'a dit, ça va être disponible aussi en ligne par la suite. Je me présente, Alex Thibault, directeur de Bistro Brain, accompagné de Julie Duchesne, vice-directrice de Bistro Brain. Puis on commence ça dès maintenant en vous expliquant pourquoi on a décidé de faire les formations. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une photo de notre plus gros événement depuis notre fondation il y a à peu près 5 ans. Ça s'appelait les Grandes découvertes de l'US qu'on a fait en collaboration avec le vice-rectorat à la recherche aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke en juin dernier. On a eu 110 participations. Donc, après toutes les années, justement, à accompagner des personnes, on s'est dit pourquoi pas repartager ce savoir d'expertise-là, ce savoir-faire, pour justement faire plus de petits avec la vulgarisation scientifique. Autrement dit, rendre accessible le savoir sur la science accessible. Et j'aimerais vous poser la question d'abord, qu'est-ce qui vous amène à vulgariser? Pourquoi vous êtes ici maintenant? Puis quel objectif est-ce que vous souhaitez atteindre? Vous pouvez l'écrire dans le chat, ouvrez votre micro, ne soyez pas gênés. Est-ce qu'on a des réponses? Je vais me risquer de commencer. Bonjour Alexis. Bonjour. Dans le fond, moi, j'assiste à cette rencontre-là justement pour venir chercher des outils pour développer mon aisance devant des panels d'experts puis des gens qui vont avoir une expertise vraiment pointue sur un sujet sur lequel je vais présenter. D'accord, merci. Donc, un peu faire passer un message, transmettre du savoir peut-être? Transmettre du savoir, puis aussi principalement développer mon pouvoir d'influence puis ma capacité de convaincre les gens. D'accord, donc influencer, c'est bon. On a aussi 2 réponses dans le chat. Quelqu'un qui dit que c'est important, justement, de rendre les contenus scientifiques accessibles à tous. Puis Gabriel, notre animateur, qui dit pour expliquer à mes proches ce que je fais dans mes études, c'est un classique, je pense, celui-là. Si on n'a pas d'autres réponses, ben, je vous nomme un peu là, des exemples qu'on a. Premièrement, captiver l'attention, obtenir du financement, se faire comprendre, ça a été nommé, développer ses compétences, sensibiliser la population, éduquer. Donc, on décide un peu tous ces éléments-là dans vos réponses. Pour Bistro Brain, dans le cadre de notre mission, ben, c'est surtout avant tout divertir. On fait vraiment des événements de divertissement. Il faut que ça soit le fun. Donc, cela dit, on va passer maintenant à la philosophie de la vulgarisation parce que oui, il y a comme des a priori, des prémices par rapport à ça. L'idée de la vulgarisation, c'est de comprendre que l'attention, c'est une ressource limitée qui se mérite. On doit donc, les gens qui sont devant nous ont le choix d'être là et ça doit être respecté pour être en mesure de communiquer un message avec le moins de temps imparti. C'est une politesse à son public de cette façon-là parce qu'on rend la communication, on prend toute la charge de communication en fait pour réduire au minimum le nombre d'efforts de charge mentale que l'auditoire doit avoir pour comprendre le message. Et ça doit passer par le plaisir, les émotions naturellement. Donc, aujourd'hui, on va avoir 3 sections à la formation. La vulgarisation scientifique dans l'ensemble, au sens large,
Après, on va avoir des parties plus spécifiques sur la parole. Et en dernier lieu, le visuel, tout ça qui peut en fait construire une présentation, on pourrait dire, avec un diaporama devant un public non initié ou initié. Donc, pour la partie de la vulgarisation scientifique, je vais reprendre la main. Donc, la vulgarisation scientifique, il y a plusieurs choses qu'il faut vraiment prendre en compte quand on veut faire de la vulgarisation et a fortiori quand on veut présenter devant un auditoire. La première des choses, justement, c'est cet auditoire parce que, comme l'a dit Alexis, l'attention est une ressource limitée. Les gens, ils sont là parce qu'ils le veulent bien. Donc, votre auditoire, c'est le cœur de pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui à présenter. C'est à cause d'eux et c'est pour eux. Donc, il faut se demander qui est son auditoire. Bien évidemment, première question à se poser, est-ce que vous êtes dans un CHSLD en train de jouer de la musique pour faire danser des personnes âgées ou est-ce que vous chantez peut-être pour avoir une version plus parolière ou est-ce que vous êtes devant des enfants, devant un public peut-être plus d'adultes, néophytes, pas néophytes, est-ce qu'ils savent de quoi vous allez parler, est-ce qu'ils ne le savent pas? Donc, c'est tout autant de questions qu'il faut bien se poser avant et définir son auditoire de manière à vraiment aller directement là où vous pourrez leur faire la meilleure impression. Il faut se demander aussi, ces personnes-là, qu'est-ce que ça va changer dans leur vie? Qu'est-ce que le fait de vous entendre aujourd'hui, qu'est-ce que ça va faire pour eux? Est-ce qu'ils vont apprendre des nouvelles connaissances? Est-ce que vous voulez, comme l'a dit Alexis, qu'ils se divertissent? Nous, on mise beaucoup sur le divertissement. Est-ce que vous voulez plus faire passer une connaissance technique? Donc là, il faut être précis, par exemple. Tout ça, ça va, encore une fois, dépendre de la réponse à cette question. Et aussi, vous pouvez aller de l'avant et prévoir quelles seront les questions de votre auditoire. Donc, si vous êtes devant un public néophyte, on peut se dire qu'il y a certaines questions qui vont pouvoir revenir en fonction du public. Par exemple, les enfants, ils vont peut-être vous demander un peu plus souvent que des adultes, voyons maman, pourquoi le ciel est bleu? C'est un peu ce genre de choses. Donc, prendre le devant sur votre auditoire pour vraiment le définir et vous attendre en fait aux informations que vous allez devoir lui faire passer. Donc, il existe plusieurs types de communication. Nous, on se concentre vraiment sur la partie grand public. Donc, pour les publics un peu moins néophytes dans vos sujets, peut-être plus scientifiques, il y a besoin souvent de moins d'explications, moins de figures. Et au fur et à mesure qu'on va s'éloigner d'un public qui connaît ce dont vous allez parler, là, on va ratisser plus large. Donc, pour la vulgarisation, là, on va essayer vraiment d'utiliser des métaphores, des images, donc vraiment d'être imagé dans la façon dont on parle parce que une image vaut 1000 mots. Et je pense que le proverbe est bien utilisé dans ce sens-là. La communication scientifique, c'est une communication qui se veut efficace. Mais alors là, il faut garder en tête, on veut que ce soit efficace, mais efficace par rapport à le but, par rapport au but de notre présentation. Donc, il faut garder en tête le pourquoi on fait de la recherche, la grande image finalement derrière votre recherche. Donc, moi, par exemple, qui travaille en biologie cellulaire sur le cancer, je sais que ma recherche à moi, je la fais pourquoi le but final, ce serait de soigner des patients. Et à la suite de ça, on va définir le message que le public veut retenir. Donc, par exemple, si vous êtes là pour une nouvelle technologie qui va soigner une maladie, vous voulez vraiment que les gens soient excités par votre recherche et se disent « Oh, waouh, ce serait vraiment intéressant, ça permettrait de soigner des gens, de sauver des vies. » Donc, vraiment, définir bien son message, ça permet toujours de garder une belle ligne directrice dans les présentations. Il existe plusieurs types de vulgarisation scientifique, encore une fois. Là, on parle de écrit versus oral. Donc ici, c'est un petit tableau récapitulatif que vous pouvez utiliser pour vos présentations par affiche ou pour vos présentations orales, qui résume un peu les différences entre ces deux types de médias. Donc nous, on se concentre aujourd'hui sur l'oral. Donc comme je l'ai dit, s'adapter à son audience, on en a déjà parlé. Quand on est dans de la vulgarisation scientifique, faire attention à ces figures, à ces graphiques pour la transmission de données qui peuvent parfois être compliqués, mais on y reviendra un petit peu après, je pense, dans la présentation. Et le grand maître mot, c'est donc choisir le message et utiliser images et métaphores. Pour le contenu, vous avez plusieurs façons d'aborder les sujets scientifiques, soit par des approches narratives, qu'on appelle en anglais storytelling, où on va vraiment essayer en fait, de raconter vraiment une histoire avec une chute, avec des rebondissements. On va essayer de modeler un peu ce qu'on a fait dans le format d'une histoire et d'une approche narrative. On essaie encore d'utiliser beaucoup d'images. Le mieux, c'est de ne pas utiliser beaucoup de texte, surtout quand vous avez un support, puisque les textes sur les supports visuels ont tendance un peu à déconcentrer finalement votre auditoire qui va essayer de lire puis qui va moins vous écouter.
L'organisation, il faut toujours avoir un fil logique. Donc ça, on en a parlé précédemment avec la question de qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message, très important. Pour le visuel, faire attention aux couleurs, aux contrastes. On peut penser aux gens qui sont par exemple daltoniens. On peut penser à ne pas mettre du jaune sur du blanc parce que ça va être difficile à voir. Donc ce genre de choses, mais on va y revenir un peu plus en détail pour ce qui est du visuel. C'est aussi très important de capter l'attention de son auditoire. On reste encore dans l'idée que l'attention, c'est quelque chose de limité, donc on veut rester dynamique, on veut changer de ton, on ne veut pas être complètement monotone. 1 à 2 minutes par slide maximum pour justement garder l'attention des personnes qui vous écoutent par rapport au changement de slide notamment. Et ensuite, on peut utiliser d'autres moyens un peu plus technologiques comme les QR codes pour faire passer certaines informations ou donner un lien à plus d'explications si besoin. Si je vous donne un petit exemple du storytelling, donc là, je vais essayer d'imager un peu ce que je voulais dire. Imaginez-vous si je vous dis, bon, hier soir, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai rencontré un ours. Ben, la personne en face de moi, elle va réagir, puis elle va se dire, ah ouais, tu as rencontré un ours, mais comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je vais t'expliquer. Donc, j'ai pris ma voiture, je voulais aller camper en forêt hier soir, et là, je suis arrivée à mon camp de base, et j'ai vu un panneau qui disait, attention, ours. Et bah, figure-toi que 5 minutes après, sur quoi je suis tombée? Un ours. Alors que si je vous raconte mon histoire en vous disant « Hey, salut, ça va? Tu sais pas quoi? Hier soir, j'ai pris ma voiture parce que je devais aller camper. Puis là, je suis arrivée à mon camp, j'ai monté ma tente, je me suis fait je me suis fait mon petit repas. Là, j'ai vu un panneau qui disait qu'il y avait des ours autour et j'ai rencontré un ours. » Ben, on s'entend que la première façon d'aborder l'histoire est plus accrocheuse parce qu'on commence par l'élément vraiment intéressant et l'élément de rebondissement un peu, genre « Ah, t'as rencontré un ours? Ben, c'est donc ben hot de rencontrer un ours. » Donc, c'est un peu cette approche-là qu'on essaie d'avoir dans le storytelling. Et de manière plus générale, quand on veut parler de vulgarisation, on va utiliser ce qu'on appelle la pyramide inversée. Donc, pour un article scientifique, le standard, je pense qu'on utilise tous, c'est définir le contexte. Ensuite, on va passer aux méthodes. On va passer aux résultats et on va finir par la discussion et les conclusions. C'est un peu de la même manière que je vous raconte mon histoire de « j'ai pris ma voiture, je suis allée à mon camp, j'ai vu le panneau, j'ai vu l'ours ». Mais finalement, dans un article de vulgarisation ou dans une présentation de vulgarisation, on veut aller un peu à l'inverse de ça. Ce qui est le plus important, c'est le message. Donc, le message final de mon histoire précédente, c'est « j'ai rencontré un ours ». Ensuite, on va se demander qui, quand, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a mené à cette situation-là. Et ensuite, on peut donner davantage de détails si nécessaire et finir par une ouverture. Donc, dans le fond, dans la science, on va du moins important au plus important pour un article scientifique. Et en vulgarisation, on va du plus important au moins important. Donc, on essaie vraiment de garder ça inversé. Pour ce qui est de l'approche narrative également, quelque chose qu'on peut ajouter dans ces histoires-là, c'est effectivement rajouter l'humain dans l'équation. Donc, encore une fois, là, ça va un peu avec quel message vous voulez faire passer et pourquoi est-ce que vous faites de la recherche. Parce que pourquoi vous faites de la recherche, ça va venir vous chercher. Et ça, c'est des choses qu'on va tout de suite pouvoir transmettre à l'auditoire. Ensuite, en dessous, on a quelques exemples. Un exemple, en fait, d'une structure qu'on peut utiliser pour faire du storytelling. Donc, on va avoir une situation initiale, un élément déclencheur, des péripéties, un dénouement et une situation finale. Donc, vous pouvez utiliser un peu ces différents éléments-là pour essayer de structurer votre récit et toujours en essayant d'ajouter de l'humain et même d'interagir avec les personnes à qui vous êtes en train de parler. Vous pouvez très bien leur dire « Ah ben, est-ce que quelqu'un est déjà allé faire du camping ?» pour mon histoire d'ours, par exemple. Ça peut être une approche qui va permettre d'engager votre auditoire également. Donc, pour ce qui est de détailler un petit peu ces parties-là, la situation initiale, on peut prendre comme exemple qu'on a un nombre X de personnes qui va souffrir d'une maladie. Et là, on va se dire, bon, dans cette histoire de maladie-là, on a un héros qui est le chercheur qui a développé un médicament. Et on a un méchant qui va être la maladie. L'élément déclencheur, qu'est-ce qui perturbe en fait cette histoire-là? Qu'est-ce qui perturbe l'équilibre? C'est que peut-être vous avez un oncle, une tante, un cousin, quelqu'un que vous connaissez qui souffre de cette maladie. Et cette personne-là, elle a 60% de chances de décéder de cette maladie. On s'entend que c'est quand même un sacré élément perturbateur, déclencheur. Ensuite, on va avoir des péripéties. Là, c'est un peu la quête, comme dans Zelda ou comme dans n'importe quel jeu vidéo. On va avoir une quête qui va être de trouver un traitement pour la maladie parce que le côté humain chez nous va nous dire on veut soigner les personnes qui nous entourent, on veut soigner nos proches. Donc, c'est trouver un traitement. Et là, il va y avoir les embûches. Donc, on peut vraiment développer les péripéties.
Pour ce qui est du dénouement, ben là, dans notre histoire, ça va être bim, on a trouvé un médicament. C'est pas super. Et on va terminer avec notre situation finale, qui est qu'est-ce que ce traitement va permettre d'offrir dans l'avenir pour les personnes? Est-ce que ça pourrait être utilisable pour d'autres maladies? Donc là, c'est plus l'ouverture vraiment. On essaie encore une fois d'engager peut-être les personnes qui vous écoutent et donner des pistes de à quel point ce que vous venez de présenter, c'est important. Il y a donc le message qui est très important dans votre présentation, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi votre titre qui va qui va donner la première impression sur ce que vous allez présenter. On cherche toujours à avoir des titres courts et accrocheurs. On peut faire des jeux de mots, des métaphores. Les images sont encore très, très appréciées. Les métaphores imagées, je voulais dire, sont très appréciées au niveau des titres aussi, parce que c'est des choses qui vont accrocher l'œil et dont on va se souvenir. Et ensuite, pour la présentation en elle-même, l'amorce est très importante. Donc, comment vous allez capter l'attention au début de votre récit? Est-ce que vous pouvez faire un lien avec une situation de la vie de tous les jours que tout le monde a déjà connue? Est-ce que vous pouvez faire un lien avec l'actualité? Est-ce que vous pouvez poser une question à votre auditoire? Donc, demander est-ce que vous avez déjà été faire du camping? Ou avoir une approche peut-être un peu plus personnelle, donc avec une situation de la vie de tous les jours que vous avez peut-être vécue. Un exemple pour les titres, ce serait la technique du CRISPR-Cas9 pour modifier le LOCI4 du gène responsable de la leucémie. C'est très long. Il y a plein de mots là-dedans que la majorité du public qu'on aura dans le cas de la vulgarisation scientifique ne comprendra pas. Alors que si on part plutôt sur un titre comme « Modifier l'ADN pour soigner la leucémie », tout de suite, ça nous parle un peu plus parce que l'ADN, c'est un concept qui est quand même plus discuté dans les médias, plus vulgarisé, que beaucoup de personnes connaissent un minimum. La même chose pour la leucémie, c'est une maladie qui touche des enfants, qui est très publicisée. Donc, ça reste que ces deux titres, au final, ils vont présenter, ça va être le même contenu finalement derrière, mais il y en a un qui va beaucoup plus parler à votre public que l'autre. Donc, on cherche toujours à rester dans ce genre de titre-là. Pour revenir à ce titre-là, je l'ai déjà dit, on va éviter le jargon, donc CRISPR-Cas9, LOCI4, gène, tout ce genre de mots qui sont un peu compliqués à comprendre, c'est vraiment à éviter dans vos titres et a fortiori dans tout ce que vous allez dire en vulgarisation, ou alors il faut très bien le définir. On favorise les figures de style et les exemples. Ça, c'est vraiment des amis très importants dans les présentations de vulgarisation parce que c'est des choses, encore une fois, dont les gens vont pouvoir se rappeler, qui sont plus faciles à se souvenir. On essaie de faire des phrases simples, courtes, avec des formes actives et positives. La négativité, c'est quelque chose qui généralement n'attire pas particulièrement l'auditoire, donc on essaie toujours de rester positif. Ça va aussi un peu avec ce qu'on disait sur le ton tout à l'heure, éviter d'être monotone, toujours essayer au maximum en tout cas de changer de ton, de faire varier le ton. Donc tout ça, c'est des choses très importantes. Et on termine par le visuel. Le visuel, très important, mais je le détaillerai un peu plus par la suite. Il y a également un maître mot dans la vulgarisation scientifique, c'est de respecter son temps. Ça, c'est très important. Je pense que, encore une fois, l'économie de l'attention veut qu'on essaie de respecter au maximum ces durées-là. Et ça peut être très difficile, notamment en vulgarisation scientifique, parce qu'on est des personnes très impliquées dans nos projets et c'est très difficile de savoir quoi sacrifier, mais malheureusement, ce sont des choses par lesquelles il faut passer. Donc, il faut développer cet art de choisir quoi sacrifier pour amener vraiment votre message et votre conclusion jusqu'à votre public sans vous enfarger dans plein de détails qui seraient peut-être moins utiles. Même si vous avez très envie de les dire, dites-vous, oui, mais si j'expliquais ça à ma grand-mère, est-ce qu'elle comprendrait? Des fois, on n'est pas trop sûr. Et finalement, je parlais de ma grand-mère, on peut faire un peu d'humour. Je ne sais pas si c'était vraiment un trait d'humour, mais en tout cas, l'humour est votre ami également. À doser. Faites quand même attention parce que parfois trop d'humour peut nuire à votre message, mais l'humour est quand même toujours apprécié, notamment pour les accroches, ce qui peut être quelque chose qui va amener votre auditoire à rigoler et puis vraiment à être attentif à ce que vous allez dire par la suite. Merci Julie pour une belle introduction sur la vulgarisation. Puis on rappelle aussi que c'est appuyé sur des années d'existence. Puis tout ça, je le vois à chaque fois qu'on fait des présentations. Donc, on va enchaîner avec la parole, qui est un incontournable dans la vulgarisation, en tout cas pour Bistro Brain. Puis je parle aussi d'un point de vue personnel là-dessus, parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai quand même une bonne réputation de marmonneur. Mais
ce que je peux vous dire, c'est que les contenus qu'on va vous présenter sont non seulement appuyés sur les ouvrages de référence, sur notre expertise, mais aussi, moi, je les applique de manière très consciencieuse quand je dois prendre la parole, parce que je sais que ce n'est pas dans mes habitudes naturelles. Donc, un premier volet, on parle de la vitesse, c'est un réflexe assez systématique des gens qui sont moins habitués de parler en public, c'est qu'ils parlent plus vite qu'à l'habitude. Or, l'effet que ça peut avoir, c'est qu'on essouffle l'auditoire. Et comme on l'a dit, il ne faut pas prendre pour acquis l'attention des gens, puis il ne faut pas non plus les surcharger. Donc, juste le temps de traitement cognitif pour le nombre de mots supérieur peut entraîner justement une fatigue. Donc, à ce moment-là, il faut parler moins vite. Et à l'inverse, il ne faut pas parler trop lentement parce que là, vous allez endormir votre auditoire. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver le juste milieu. Puis le mieux pour se situer là-dessus, c'est de faire une pratique avec quelqu'un. Les phrases, on l'a un peu dit, donc simples et courtes, dans la forme active et positive, ces indications-là s'appliquent également à l'oral. Donc, si on fait un bon exemple, ce serait les polluants chimiques modifient la trajectoire des monarques. Puis si on prend toutes ces facettes-là, puis on fait exactement le contraire, on va avoir un très mauvais exemple qui va être le suivant, c'est-à-dire la trajectoire migratoire des Monarchus complicus n'est pas altérée selon une translation convexe de 20 degrés par les agents CO2, CO4, NOPE et le balbutium en quantité faible. Vous comprendrez rapidement qu'il y a une des deux phrases qui est plus plaisante à lire et ou à entendre. Je rajouterais comme précision par rapport à ce qui a déjà été dit que la deuxième, oui, ça accorde mieux dans un contexte académique scientifique, mais on n'est pas dans un contexte académique scientifique. Donc, on peut y aller avec des formules plus simples que les gens vont comprendre, puis on pourra ajouter les détails à la suite, comme je l'ai indiqué dans notre pyramide inversée. Le volume, c'est d'autres choses. En fait, le guide, ça devrait toujours s'imaginer qu'on s'adresse à la dernière personne dans le fond d'une salle, même avec un micro. Ça va faire en sorte que vous êtes plus en pleine possession de votre parole en occupant davantage la pièce. Ça va donner un brin de confiance au lieu d'être un peu tout écrasé dans sa cage thoracique et parler très, très peu fort. D'autant plus que ça augmente la clarté de ce que vous dites. Donc, encore une fois, on diminue les efforts des gens qui nous écoutent, puis on leur rend service. Il y avait un adage qui disait que la clarté, c'est une politesse à son auditoire. On croit fermement à cette formule-là à BistroBrain. Et dans le même sens, l'articulation, un point fort pour moi, c'est des bons conseils. On peut faire du pouce sur ce qui a été dit. Le volume, en fait, si vous parlez plus fort, vous allez ouvrir davantage votre bouche. Même chose pour l'articulation. Les deux vont essayer de pair de cette façon-là. Votre mâchoire va s'ouvrir davantage. Naturellement, on peut faire des exercices de diction. Là. Je ne vais pas nommer des évidences, mais sinon, c'est vraiment de faire un échauffement vocal, puis d'appuyer ces syllabes puis les sons qu'on veut produire. Quand on parle plus fort, ça va être naturel. On va appuyer chaque différence. Tout va être plus amplifié, donc plus articulé. Et un autre point qu'on aime bien dire à BistroBrain, c'est sourire pour plusieurs raisons. Premièrement, vous voyez sur cette image-là, on a Mélissa Généreux qui présentait aux Grandes Découvertes l'année passée. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous inspire la confiance, la joie, l'ouverture. Donc, tout ça, ce sont des codes visuels qui communiquent avec votre auditoire. Donc, il faut s'en servir. Puis, il y a aussi un autre aspect en psychologie qui s'appelle la rétroaction faciale. En fait, ce que ça stipule, c'est que la joie et le sourire sont à ce point indissociables qu'on pourrait même sourire pour exprimer, pour ressentir de la joie. Donc, raison de plus de vous mettre en confiance en public. Donc, un petit clin d'œil là-dessus. Puis, on remercie aussi notre responsable de communication pour la photo. Les pauses, ça donne de l'importance à ce que vous dites et ça laisse respirer l'auditoire. Donc, j'espère que vous avez senti cet effet-là. Peut-être qu'on a parlé vite, peut-être qu'on vous transmet beaucoup d'informations en ce moment,
Mais l'importance d'avoir une pause, on a même rajouté à nos événements récemment là, une pause au milieu de nos présentations pour justement laisser aux gens puis à leur charge cognitive le temps de comme, respirer, expirer un peu, faire OK, le wow, OK, qu'est-ce qui vient de se passer? On met tous les morceaux ensemble dans notre esprit, puis après ça, on recommence. Donc, c'est moins courant, peut-être plus difficile pour des gens d'être mis face au vide quand on parle, qu'on peut être stressé de le faire. Mais je vous rassure, ça va vraiment être apprécié. Puis vous-même, vous allez avoir le temps de remettre un peu d'ordre dans vos idées. Un autre point, c'est la posture et la gestuelle. Encore une fois, pour vous mettre en confiance, ce qu'on vous recommande, c'est d'avoir les 2 pieds bien ancrés au sol, d'avoir les épaules dégagées. Ça va favoriser la circulation d'air dans vos poumons, pouvoir respirer avec le ventre notamment. Une autre manière de diminuer votre stress, votre anxiété. Puis après ça, ben, aussi, ça inspire la confiance, l'ouverture. Je parle de juste ça, puis c'est plus fort que moi, je vais parler avec mes mains, mais l'idée est là quand même. L'idée, c'est d'incarner la confiance, puis la passion, puis de un peu backer ce qu'on veut présenter avec intérêt puis expertise. Et le regard, c'est quelque chose qui est un peu... je pense que c'est perdu avec les années, mais en fait, surtout avec la distance numérique et tout ça, mais en Grèce antique, quand ils faisaient des prises de parole dans des agora, ils se donnaient comme défi avec une centaine de personnes d'échanger au moins un regard direct avec chacune des personnes à la fin de leur discours. Donc, c'est un pas pire défi. Puis peut-être que vous avez déjà fait l'expérience dans une salle de classe avec des enseignants. Toujours un moment qui va faire « Ah mon Dieu, la personne me regarde ». Donc, on se sent interpellé, ça nous concerne, on a une considération pour nous, on fait une politesse, on donne le droit d'exister au regard de la personne qui parle. Donc, c'est une bonne attention, puis ça permet notamment de faire un contexte supplémentaire. Et parlant de contexte supplémentaire, ben, on peut aussi parler des interactions. On voit sur la photo, c'est Michel Rochon, qui était à cette époque président de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec, qui, lors de la journée de vulgarisation scientifique de Sherbrooke, pour laquelle Bistrouin a été collaborateur en 2019, faisait une présentation sur le cerveau et la musique. Puis à cet exact moment-là, il est en train de demander au public quel genre de musique on écoutait. C'est une question plutôt personnelle, puis ça peut avoir l'air de rien, mais ça pique la curiosité parce qu'on se demande où est-ce qu'il s'en va avec ça. Mais juste faire des échanges comme ça avec le public va vous permettre de faire une présentation vraiment unique à partir de l'idée que le public, à chaque fois, est unique. Donc, on crée une discussion, on crée une dynamique. C'est pas juste quelque chose qu'on apprend par cœur, puis pour lequel il n'y a pas de réaction aux gens devant nous. On est vraiment en échange puis en communication avec des gens, puis ils peuvent participer à cet échange-là. Et la dernière fois qu'on a fait cette formation-là, on s'est fait beaucoup demander oui, mais comment je fais pour être plus confiant en public? Puis on a acheté donc une diapositive là-dessus. Mais là, vous allez me trouver pas mal plate parce que ma réponse, c'est vraiment juste de graduellement s'exposer à ça. Je prends mon exemple personnel. J'ai animé beaucoup d'événements à Bistrobrain depuis le temps, puis ça en est rendu une seconde nature. J'ai plus besoin de me noter des choses, qu'est-ce que je veux dire. Je vais vraiment comme un peu avec le flow. Fait que l'idée, c'est vraiment de se lancer puis de vivre avec les conséquences. Sachez toutefois que habituellement, les publics ne sont pas très rancuniers. Là. Ils vont être très plein de compassion. Puis s'il y a des erreurs, les gens ne vont pas mourir, puis il n'y a pas de drame qui se passe. Donc, juste partir avec cette idée-là en tête va peut-être vous rendre un peu plus confiant à l'avenir. Sinon, il y a des événements un peu plus de petite taille. Puis on peut se dire, en tout cas, pour Bistrobrain, le public est vraiment, vraiment facile et agréable. Donc, si ça vous tente de vous lancer, c'est peut-être une des options. Moi, pour faire du pouce sur ce que dit Alexis, je pense que pour mon expérience personnelle, ça a été d'améliorer ma confiance en étant sur scène, mais avec des groupes.
Je sais, c'est pas le cas de tout le monde, là, mais par exemple, les chorales ou je sais pas, ou les débats, par exemple, c'est des choses qui peuvent nous faire parler devant du monde sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et ça permet d'avoir plus de confiance au fur et à mesure qu'on le pratique. On va passer à notre troisième partie. Donc, chose promise, chose due, le visuel. Donc, votre visuel, avant tout, c'est un support. Mais ce support, peut-être que vous serez d'accord ou pas, mais si quelqu'un est capable de suivre votre présentation uniquement avec votre PowerPoint, c'est que vous êtes de trop. Donc, à ce moment-là, si vous ne voulez pas être de trop, changez votre support. Comme l'a dit Alexis, il y a quelque chose qui va être important dans ce support-là, c'est qu'est-ce qu'on voit, est-ce qu'on est attiré par ce qu'on voit. Donc, on va garder des images positives, notamment celle du sourire, par exemple, qui est justement très agréable à regarder par rapport à quelqu'un qui fait la tête. On va essayer de rendre les slides, les diapos assez simples. On ne veut pas noyer notre auditoire avec de l'information présente sur la slide. L'information, c'est vous, et vous êtes un bien meilleur communicateur que votre support. Ne l'oubliez pas, et ça d'ailleurs, la confiance en fait partie, mais vous êtes bien meilleur que votre support. Par contre, votre support, ça reste que, effectivement, ça c'est un bon exemple, ça reste que le support par contre est important. Donc on veut minimiser le texte, bien gérer son temps, 1 à 2 minutes par diapo, on en a déjà parlé précédemment. Pour ce qui est des schémas et des figures, si vous faites donc plus du scientifique, de la vulgarisation scientifique, ou même d'autres thématiques, vous allez être amené à présenter des graphiques, que ce soit financiers ou que ce soit des résultats de recherche. Essayez de simplifier vos graphiques et vos schémas au maximum pour que ce soit simple à comprendre. En général, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on veut une figure qui prend toute la slide pour éviter d'avoir à plisser les yeux pour voir la petite ligne qui serait écrite des traits psychologiques si ça faisait la moitié de la page. On veut avoir des points agrandis, on ne veut pas avoir juste juste un pixel qui va nous montrer les points bleus qu'on peut voir ici parce que ça va être très difficile à voir. Pensez aux gens qui sont en arrière de la salle, ils n'ont pas envie de plisser les yeux et de prendre leurs jumelles. On va ensuite avoir le titre aussi, agrandi, bien évidemment. Bon, ça, c'est pas mal une évidence, c'est votre message principal. Même chose pour les axes qui vont être agrandis. On va agrandir les échelles également parce qu'on ne veut pas avoir la moitié du graphique qui ne sert à rien dans le haut. On veut encore une fois, tout ça, c'est dans l'idée d'agrandir au maximum pour que les gens n'aient pas à chercher l'information, qu'elle soit évidente. On peut ajouter des cercles au clic. Ça, c'est une très belle idée aussi, puisque ça permet de mettre l'emphase sur un résultat particulier. Donc, ça peut être intéressant et ça suscite aussi un peu d'interaction parce que c'est une petite animation. On peut aussi ajouter des courbes au clic. De la même manière que pour les cercles, ça va mettre l'emphase sur un résultat et donner de la vie et de l'interaction dans votre présentation. On en a parlé un petit peu, couleur, contraste, faire attention. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes, notamment dans la visualisation des couleurs. On ne veut pas 2 couleurs qui sont très proches pour mettre des données qui sont très différentes. Par exemple, dans le graphique juste avant, on avait plusieurs lignes de points. Si c'était des lignes de points qui correspondaient à l'Amérique, l'Asie et puis l'Afrique, les mettre de la même couleur, c'est un peu contre-productif parce qu'on ne saura pas qu'est-ce qui est quoi. Donc, faire attention à son choix de couleur. Faire attention également à sa typographie, parce que la typographie, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'on connaît tous le comic sans MS qu'on a vu un peu partout à une époque. On essaie de choisir des polices qui se lisent bien, qui restent assez standards, encore une fois. Donc, Arial versus Time News Roman, on voit bien la différence entre les deux. Après, ça reste un choix personnel, bien évidemment, mais on essaie de garder une typographie homogène et qui se lit bien. On évite la calligraphie, par exemple. Pour l'image et les graphiques, là, allez-y à profusion. Comme on l'a dit tout à l'heure, une image vaut 1000 mots. On a également le style qui va être quelque chose à considérer. Par exemple, si on a cette image qui nous dit « Freud était-il cocu ?» avec une image qu'on peut voir bien en noir et blanc, une présentation par Romuald Reginald, c'est quelque chose qui rend la présentation vraiment sérieuse. On ne s'attend pas à avoir trop d'humour dans cette présentation, plus à plonger directement dans les livres de Freud et la psychologie. Alors que si vous faites ce genre de style-là, on a le même message, c'est le même titre, par Romuald Reginald également,
mais on a au milieu déjà de la couleur un peu, et ensuite on a quand même une image assez rigolote, It's all about the penis. Forcément, vous attendez à ce que les personnes qui voient cette affiche-là soient plus « Oh, ben dis donc, ça risque d'être plus fun que la présentation dont on a vu l'affiche juste avant. » Donc, le style est très important. Tout ça, ça va dépendre de votre contexte, finalement, de où est-ce que vous souhaitez présenter. Donc, soit dans quelque chose de très académique dans un sens, puis très sérieux, soit dans une atmosphère un peu plus décontractée. Donc, à Bistro Brain, on favorise bien évidemment les présentations de droite. Il y a un autre point très important, c'est l'orthographe. Je ne sais pas si ça vous agresse autant que moi, mais quand on voit ce mot orthographié comme ça, c'est perturbant, ça déconcentre de ce que la personne qui est en train de présenter dit. Il y a certaines personnes que ça peut vraiment mettre de mauvaise humeur, malheureusement. Donc, faut faire un effort sur l'orthographe. Moi, personnellement, je ne suis pas très bonne là-dessus, mais il faut vraiment faire un effort sur l'orthographe de vos slides parce que c'est quelque chose qui peut attirer l'œil puis qui va déconcentrer votre auditoire. Et finalement, les photos, c'est quelque chose qui va rapprocher le côté humain, un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le storytelling également. C'est quelque chose qui va venir imager, qui va donner un visage à quelque chose dont vous êtes en train de parler et qui peut permettre de mieux se rappeler finalement de ce dont vous êtes en train de parler. Donc, par exemple, on a des images avec des groupes comme ça souriants. Là, par exemple, si je vous racontais qu'on est allé présenter à un 5 à 7, si je vous raconte l'histoire de notre 5 à 7, puis que je vous dis que les personnes qui sont venues présenter sont celles avec des marinières, qu'elles ont présenté telle chose et telle chose, vous allez avoir davantage de facilité à vous en souvenir que si je vous disais ça un peu dans le vide. Les vidéos aussi peuvent être intéressantes. Là, ça suscite de l'engagement. On peut avoir vidéo avec son ou sans son, comme vous le souhaitez. Encore une fois, ça met des visages sur ce que vous présentez. Ça met une ambiance également, comme là, on voit par exemple quelqu'un qui boit sa bière pendant que quelqu'un parle au micro et gesticule. Ça amène tout de suite une espèce d'aisance. En tout cas, moi, ça me parle en me disant que c'était un endroit décontracté où on était en train de discuter avec des personnes intéressées par le même sujet. Par rapport à une salle de réunion, mettons, avec une personne au bout, puis tous les autres à l'autre bout de la table. Mais le plus important là-dedans, comme l'a dit Alexis, je pense, en parlant de la confiance, au final, c'est se pratiquer et se pratiquer encore. Je ne vais pas dire qu'on se pratique jamais assez, mais la pratique aide vraiment, que ce soit pour le choix des mots. Parfois, vous allez répéter votre présentation, puis vous allez vous dire « Oh, finalement, cette amorce que je pensais qui fonctionnait, en la disant, ça ne fonctionne pas tant. En faisant ma présentation, je trouve que ça ne fonctionne pas. Des blagues que vous faites qui ne fonctionnent pas vraiment, des images que vous pourriez améliorer. » Et juste votre aisance personnelle à vous, c'est quelque chose qui vient vraiment en pratiquant. Et je pense que c'est pas mal le maître mot pour la vulgarisation et pour la communication orale grand public également. Donc, merci. Vas-y, Alexis, excuse. Merci pour votre intention. Hein. Comme on a dit, c'est quelque chose qu'on mérite et qui n'est pas un droit acquis. Donc, merci d'avoir prêté à cette formation. Naturellement, là, on remercie tous les gens qui ont participé à la contribution, qui ont une implication dans la réalisation de cette formation-là. Notamment Maud, là, qui est notre nouvelle auxiliaire en communication, qui avait travaillé sur la formation. Puis on vous invite aussi, si vous voulez être intéressé, on a un guide de présentation pour les gens qui présentent à nos événements, qui est entièrement gratuit, juste à nous laisser votre adresse courriel dans le chat, en privé ou en public. On va prendre ça en note, puis on vous l'envoie dès demain sans faute. C'est à peu près une 12 pages, puis ça reprend les éléments qu'on a abordés aujourd'hui avec des exemples. Donc, ça vous met pas mal en business, comme on dit. Puis également, pour faire la promotion pour les prochaines formations, on a 23 mars, rédaction d'articles scientifiques avec Juliette Sivigny, responsable de la vulgarisation chez Science 1, qui ont fait nos événements à Montréal. Et le 25 mai, plateforme numérique Science à la carte. Désolé, je pense que je te vole un peu ton show dans ce moment. Puis sinon, les prochains événements, on a à Sherbrooke déjà dans 2 semaines, Sexe, agression et couple, qui va être en ligne. Puis dès le 9 mars, on revient en personne avec Lutte sociale d'hier aujourd'hui. On enchaîne en avril avec Environnement avec nos amis du Rexus, étudiants 2e, 3e cycle en sciences à l'Université de Sherbrooke. Le 11 mai, les mystères de l'esprit.
Et on va finir cette année avec la deuxième édition des Grandes Découvertes de l'UDS, le 8 juin, au Théâtre Granada à 19h. Donc, on vous envoie les informations bientôt. Et pour Montréal, c'est Biais cognitif avec la plateforme de vulgarisation sur les biais cognitifs raccourcis le 16 février. Le 16 mars, on a diversité culturelle. Le 20 avril, urgence climatique. Le 18 mai, capitalisme et lutte de classe. Et naturellement, on a voulu faire les grandes découvertes à Montréal. Donc, ça va être avec l'UQAM. On vous envoie également les informations. Puis, on a glissé quelques clins d'œil au fil de l'information, mais une bonne façon de se mettre à pratiquer pour faire la vulgarisation scientifique, ben, c'est notamment de participer à des événements BistroBrain comme présentateur ou présentatrice. Ça a plusieurs avantages, notamment développer ses compétences. Ça peut être des expériences pertinentes à mettre sur votre CV, des demandes de bourse, notamment les fonds de recherche du Québec ont commencé à demander ce genre d'expérience. Donc, pensez-y bien. Ça peut donner de la portée à votre travail, le diffuser à plus de personnes, sensibiliser la population à votre projet de recherche, préparer une présentation d'un congrès, faire partie du réseau BistroBrain qui grandit de mois en mois. Et bien sûr, on fournit de la bière et un repas pour nos présentateurs et présentatrices pour les remercier. Ça, pour la fin de la présentation, dans le fond, je voulais vous présenter quelques outils dont vous pouvez vous servir à la fois pour réseauter, connaître des initiatives de vulgarisation et également pour faire vos présentations, notamment le visuel de vos PowerPoint. Donc, je vais faire du pouce avec Twitter, Instagram, LinkedIn. On vous invite également à nous suivre, donc à suivre BistroBrain sur ces 3 plateformes, puisqu'on a un compte sur ces 3 plateformes-ci. Si vous voulez utiliser Twitter pour essayer d'élargir votre réseau parce que vous avez un intérêt envers ce réseau social, ben dans le cadre de la vulgarisation scientifique, c'est vraiment un réseau hyper prolifératif, je dirais. Il y a énormément d'initiatives de vulgarisation qui sont sur Twitter, des formations auxquelles vous pouvez participer, des personnes ressources, beaucoup de monde qui va publier son initiative de vulgarisation sur Twitter, donc très intéressant. Twitter est principalement utilisé pour le réseautage et pour les personnes qui sont étudiantes ou qui sont en tout cas dans le monde académique, vous pouvez utiliser des hashtags qui vont augmenter votre public, notamment PhD Chat ou Academic Chatter, qui sont des bots un peu en fait qui vont republier, repartager certaines publications. On a Instagram qui est utilisé pour un public un peu plus jeune. Là, la communication est vraiment communication très visuelle, notamment avec les stories. Je ne vais pas vous la refaire, je pense que vous les connaissez déjà pas mal. Et finalement, LinkedIn qui est plus professionnel, plus trouver un emploi. Ben là, c'est la plateforme parfaite pour valoriser que vous avez présenté pour BistroBrain. Donc, pour valoriser vos présentations, valoriser vos bourses, votre recherche, un peu tout ce que vous voulez. Le maître mot dans cette histoire, c'est vraiment de trouver le réseau qui est adapté à votre contenu et à ce que vous souhaitez y publier. C'est très important de garder la motivation pour publier. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Donc, surtout, accrochez-vous si ça vous intéresse. Ensuite, on va passer à une partie un peu plus boîte à outils. Donc, je voulais vous parler de quelques sites Internet qui peuvent être intéressants pour avoir des templates de PowerPoint ou pour du design plus de figures. Donc là, on est un peu plus axé scientifique avec BioRender et Design That Sell, qui sont BioRender, qui est une plateforme Internet, puis Design That Sell, qui est une entreprise qui fait des formations, notamment de graphisme. On a Colors pour essayer de nous aider à choisir des couleurs qui ne vont pas jurer, qui vont bien aller ensemble. Open Academics, Slide Carnival, SlideGo, qui vont être des sources de PowerPoint, de templates PowerPoint et autres. Il n'y a pas juste PowerPoint, il y a d'autres templates également. Des banques d'images, ne pas oublier de créditer les auteurs. Ces 2 banques d'images sont gratuites, mais elles demandent à ce qu'on crédite les auteurs. Il y a des versions payantes qui font qu'on n'a pas à créditer, mais les versions gratuites sont très bien. FreePic et Flaticon, je vous les conseille vraiment. Des banques de police, si les polices de base de Word et PowerPoint ne vous suffisent pas, Dafont et Font Squirrel, vous trouverez vraiment votre bonheur. Il y en a quand même une sacrée tripotée, je dirais, de police. Donc, allez vous amuser à chercher là-dedans. Ensuite, on a... Si vous vous intéressez à de la vulgarisation, on vous a mis quelques podcasts et chaînes YouTube intéressants à suivre, en commençant bien évidemment par le podcast de BistroBrain, La tête à Papineau. Si vous ne connaissez pas, on vous invite à aller écouter sur notre chaîne YouTube les derniers épisodes. On enregistre ça à la CEFAC
Et si jamais vous êtes intéressé également à venir discuter de votre projet de recherche avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Hormis ça, on a la tronche en biais qui est une initiative qui parle des biais cognitifs, justement. Donc, très intéressant si vous voulez également suivre l'événement sur les biais cognitifs. Ça fait du plus à cet événement-ci. C'est très intéressant de connaître un peu ces biais en recherche. C'est aussi quelque chose qui est intégrable à nos résultats. Papa PhD qui parle plus de carrière, The Conversation qui est vraiment plus large au niveau de la science, Syllabus, le café des sciences, Unexplainable, il y en a vraiment plusieurs, ça c'est un peu un mix de nos préférés. Différents ateliers auxquels vous pouvez participer, le ComSciCon du Québec qui a ouvert ses inscriptions, si je ne dis pas de bêtises, cette semaine. Donc, si vous avez un intérêt sur la vulgarisation scientifique, n'hésitez pas à vous inscrire à ce congrès-là. Je pense que cette année, je n'ai pas été regardée, mais probablement que ça va être en ligne. Et c'est gratuit, donc n'hésitez vraiment pas. Raccourci, qui est une plateforme des FRQ qui parle de biais aussi et qui parle qui donne aussi des ateliers. Allez-y. Les journées de la relève en recherche également par l'ACFAS cette fois-ci. On a aussi Pain de science, ma thèse en 180 secondes, ou pour les personnes un peu plus journalistiques, on a le Massive Consortium également, qui est une plateforme en ligne qui permet en fait de publier des textes en anglais de vulgarisation scientifique, très intéressant. Il y a énormément de sujets abordés. Je vous invite à aller y faire un tour. Finalement, ici, on a des logiciels alternatifs et gratuits aux logiciels de la suite Adobe. Donc, je vous laisserai regarder, mais on a différents logiciels proposés pour remplacer Photoshop, Adobe Illustrator, qui sont très utilisés pour ce qui est des graphismes et pour faire du visuel sur vos PowerPoint. Puis on en a d'autres sur la droite avec d'autres logiciels de la suite que je ne connais pas forcément. Finalement, je repasse un peu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver sur Internet une taille idéale de publication, donc un peu des dimensions qu'il va falloir que vous utilisiez en fonction de vos réseaux sociaux pour que votre image soit visible en entier, qu'elle ne soit pas coupée. Ça a sûrement dû déjà vous arriver de voir une publication sur Twitter, ça arrive très souvent, une photo où on voit juste le bord du bureau, alors que ce qui est intéressant, c'est la tête de la personne qui est assise à ce bureau-là. Donc, suivez ces templates-là, ça peut être vraiment quelque chose de très utile et efficace pour engager votre communauté parce qu'ils verront toute l'information que vous avez à leur transmettre. Finalement... Oh vas-y Alexis. Ah oui, tu peux y aller. Ok, finalement, on voulait terminer par vous dire qu'on a agrandi notre équipe récemment, mais on est toujours en période de recrutement. Donc, si ça vous intéresse de rejoindre une initiative de vulgarisation comme la nôtre, pour développer vos compétences, pour participer à une association, on cherche un responsable aux finances. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature. On est une super équipe, en tout cas, moi, je trouve, et on a une très belle ambiance et on est sur la coche pour la vulgarisation. Et voilà, c'est ce qui met fin à la formation. J'arrête de partager l'écran, puis je donne la parole à Gabriel. Super, alors on va maintenant entrer en période de questions. Je vous demanderais peut-être d'y aller si vous êtes prêts, puis si on a des questions, il y aura simplement avec des mains levées si besoin est. Peut-être que je poserai la question, est-ce qu'il y a des gens qui venaient avec l'idée de se préparer à une présentation orale dans les prochaines semaines? Merci, Isabelle. Ah, oui, Olivier, vas-y. Oui, pardon pour la caméra, je ne peux pas l'ouvrir. C'est un peu problématique de mon côté. Oui, dans les prochaines semaines, dans le fond, éventuellement, je vais avoir une présentation pour mon doctorat à faire. C'est une des raisons pourquoi il m'avait amené à suivre le Bistroben. Il y a quelqu'un qui t'a amené à venir assister à la formation? Non, c'est moi qui ai vu ça. Les premières séances que tu avais faites il y a 4 ans, tu m'avais invité. Oui. J'ai suivi ça avec plus une distance, mais de plus en plus, j'ai l'intention de venir de suivre vos formations. Ah, ben super. Content de ta présence aussi, Olivier. Puis n'hésite pas là, si tu veux qu'on t'envoie plus de matériel comme le guide de présentation. Oui, je vais faire signe. Pas trop. C'est sûr que je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions, sinon je ne vais pas accaparer tout le temps pour les questions que vous avez. Je ne sais pas. Est-ce que les autres, on avait des questions? N'hésitez pas, ça peut être dans le chat aussi, on les voit, on va y répondre.
Sinon, ben, je rappelle qu'on peut vous envoyer le guide de présentation puis même le PDF de la présentation de ce soir. Ça nous fait plaisir. Là. On pense vraiment que c'est le genre de savoir qui devrait être partagé gratuitement au plus grand nombre pour qu'à long terme, il y ait plus de gens qui fassent la communication scientifique. Donc, ça répond en plein à notre mission et à nos valeurs. Puis là, on a la question premièrement, de Marc-Antoine qui demande comment ça fonctionne pour assister à nos futurs événements. Julie, je te passe le micro, quitte à parler un peu moins. Yes, pas de souci. Ben, dans le fond, pour assister à nos futurs événements, ce que je te conseille le plus, c'est de suivre notre page Facebook. C'est là qu'on publie tous nos événements. Et tu vas avoir le lien si c'est en ligne. Sinon, nos événements à Sherbrooke se situent sont au Bokeh-Bière, qui est donc un bar sur la Wellington, de 5 à 7 tous les mercredis. Et à Montréal, on est au Ciboire, si je ne dis pas de bêtises, Alexis. Voilà, c'est ça, on est au Ciboire. Donc, n'hésite pas, sur Facebook, tu auras vraiment toutes les informations pour avoir le suivi de tous nos événements. Et j'ajouterais même que les événements, ce n'est pas situé à Sherbrooke ou Montréal, ben, ils sont diffusés en ligne. Donc, ça vous donne plus d'événements dans votre planning. Puis, je voyais une deuxième question de Marca Drouin. Comment ça fonctionne pour venir présenter à Bistro Brain? Ben, c'est tout simple, juste à nous envoyer un courriel avec de présentation, puis quel événement tu vois présenter en fonction des thèmes qui ont été affichés. Sinon, si c'est passé vite, là, c'est notre bannière sur Facebook. Donc, juste à nous envoyer un courriel à bistrobrain@gmail.com. Je vais même l'écrire. Puis, on répond à chaque minute. J'ai goûté ça. Donc, c'est comme ça, bistrobrain@gmail.com. Merci pour vos commentaires. Isabelle et le claqueur, je ne replace pas. Merci pour les commentaires, c'est vraiment apprécié. Puis, je pense que Olivier, une deuxième question. Ouais. Je vois que vous avez beaucoup dans vos présentations, c'est beaucoup de la science sociale, science psychologique, la chimie, si je me souviens bien. Est-ce que vous pensiez peut-être faire d'autres événements ou une autre présentation pour la physique, de la science plus froide, un peu plus fondamentale, qu'on peut dire en guillemets, disons la physique, les mathématiques, l'informatique? Oui, ben, on ne veut pas faire de spoiler, mais on va en avoir aussi aux grandes découvertes de l'Université de Sherbrooke. Puis sinon, c'est peut-être parce que tu n'as pas vu les événements du début de l'année. On avait notamment Technologie du futur qui revient chaque année. Donc, c'est des occasions dans lesquelles on en reçoit des gens justement des sciences appliquées, de génie, ce genre de domaine de recherche-là. Merci beaucoup. Ça fait ça? Super. Ben, merci à tout le monde pour votre présence. On espère que vous avez apprécié les présentations d'Alexis et de Julie. Donc, comme on vous a dit, l'objectif à soir, c'était vraiment que vous en retiriez avec quelque chose pour vos présentations, peu importe le contexte. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur toutes nos plateformes. On est super accessible, que ce soit pour faire partie de l'équipe, pour savoir les prochains sujets, pour vouloir présenter ou pour avoir des suggestions ou des commentaires sur vos présentations qui s'en viennent de vulgarisation si vous ne vous sentez pas à l'aise. Donc, merci beaucoup, puis on a hâte de vous revoir dans nos prochains événements.